On propose des services de barbeur, donc vous voyez que ma grande barbe, à domicile. C'est utile, c'est utile. Donc nous, oui, on n'est plus vraiment une jeune start-up, on existe depuis une douzaine d'années. Aujourd'hui, on va dire qu'on est un petit peu leader en France sur la dimension gestion de données de biodiversité. On a créé beaucoup d'outils autour de la collecte citoyenne de données de biodiversité, aussi bien sur le registre Faune Flore que aussi à partir de données de capteurs. Alors aujourd'hui, on travaille sur des capteurs bioacoustiques pour faire de l'écoute de migration nocturne. On travaille sur un capteur papillon avec UV, lampe à UV pour faire de la collecte de données de papillons de nuit. Donc, on peut dire que une majorité des données de biodiversité collectées en France et ventilées en open data sur les plateformes INPN, Muséum d'histoire naturelle, parcs nationaux, parcs régionaux, provient de nos équipes d'un point de vue technique, d'un point de vue base de données SIG. Et aujourd'hui, on lance une plateforme sur la gestion des espaces N'utilisez pas verts. trop s'il vous plaît, n'utilisez pas trop les sigles, vous les connaissez, SIG, Oui. tout ça, c'est votre Pardon. quotidien. Mais faites attention que tout le monde n'est pas un spécialiste de votre métier. Donc, Ouais. déclinez-nous un petit peu pour qu'on comprenne bien Ben, mieux ce que vous parlez. en gros, on informatise l'observation naturaliste. J'ai vu un oiseau, un flamant rose, hier en Camargue, à la latitude et longitude dite et à l'heure donnée. Et donc ça permet de créer des gigantesques bases de données à l'échelle internationale, donc qui sont ventilées en open data, en données libres et ouvertes, et ça permet d'avoir une meilleure gestion de la biodiversité du territoire pour éventuellement avoir, comme le dit Eiffage ou encore Veolia, apporter des solutions de génie écologique qui vont maximiser le potentiel biodiversité d'un territoire. Et donc créer potentiellement une mare ou créer un espace végétalisé. On va permettre de faire à la fois le suivi à l'instant T, l'inventaire à l'instant T et le suivi dans le long terme de ces mesures potentiellement compensatoires ou de ces mesures de gestion écologique du territoire. Et aujourd'hui, on lance une grosse plateforme qui s'appelle Ecoteka. Je vous ai mis le lien dans le chat, qui est une plateforme de gestion de l'arbre en ville avec l'ambition d'avoir tous les arbres en ville du monde. Aujourd'hui, on a 16 millions d'arbres et on veut mobiliser l'image satellite, les drones et la collecte citoyenne pour géoréférencer la totalité des arbres urbains et pouvoir avoir une gestion différenciée de cet arbre urbain et une gestion beaucoup plus fine, comme le disait Loïc. Il faut aujourd'hui mobiliser les services des espaces verts de manière intelligente pour pouvoir injecter plus de biodiversité, mais aussi mieux gérer cet arbre en ville pour qu'il puisse apporter les services écosystémiques, donc d'îlots de chaleur, de réinjection de la biodiversité, mais aussi d'imperméabilisation. Voilà. Des éléments extrêmement importants et utiles. On l'a vu, on a eu un débat avec Provence Promotion. Pour les investisseurs qui viennent de l'extérieur, ils ne savent pas toujours qu'on a une réglementation heureusement très exigeante et on a tous en tête les histoires de découvertes d'oiseaux rares du côté de fosses sur des territoires du port. On découvrait tardivement et ça retardait les chantiers. Donc avec votre application, déjà, on serait plutôt en prévention et on pourrait au préalable savoir si un terrain qui semble banal pour n'importe qui, un kidam comme moi qui passe à côté, il voit pas grand-chose, mais des experts peuvent nous dire, sur ce territoire, il y a des espèces particulières, on peut déjà faire attention à telle ou telle chose, et donc il faudra, si on construit ou si on veut un projet industriel, porter une grande attention. C'est un aspect diagnostic déjà. On va revenir sur les arbres, mais cet aspect diagnostic est important. Oui, alors sur le diagnostic, sur le T0, l'étude d'impact, on va mobiliser des données qui sont des données ouvertes, hein, sur des gigabases de données ouvertes. Vous parlez de GBIF, c'est 20 milliards d'occurrences de taxons, c'est 20 milliards d'observations naturalistes. Finalement, c'est très peu hein, quand on considère la biodiversité de la planète, mais bon, si vous allez voir sur la carte, GBIF, c'est assez impressionnant, vous allez voir tout ce qui a été vu hein, par les naturalistes. Il y a des gros projets de sciences participatives portés par
principalement par les ornithologues, la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, qui génère des très gros volumes de données aussi. Donc, sur la donnée ornithologique, on a des choses assez pointues. Sur la donnée botanique, on a notamment fait une des plateformes qui s'appelle Sauvage de Maru, qui est un outil de géoréférencement des plantes sauvages qui poussent dans une logique de gestion différenciée, là où on fait du zéro phyto en ville. On va pouvoir faire un inventaire floristique, enfin, flore participatif par les habitants. Et le grand inconnu encore aujourd'hui, c'est la biodiversité des sols sur lesquels on n'a même pas encore la taxonomie, mais on continue de bétonner. On l'a vu sur Vitrolles, on a continué à bétonner massivement et on continue à faire de l'agriculture intensive et à détruire des sols, alors qu'on n'a pas encore, on ne connaît pas encore toutes les espèces potentiellement présentes. Donc là, on a encore des gros trous de connaissances. Ça, c'est sur du T0. Et puis ensuite, sur du suivi, ce qui est assez innovant et assez récent et assez nouveau, c'est qu'on peut commencer à imaginer un capteur automatisé biodiversité qui va écouter le son, qui va écouter les bruits résiduels de la nature et qui, à partir de l'IA, va pouvoir vous dire est-ce que votre aménagement, il a eu un effet positif sur la biodiversité ou il a eu un effet négatif, puisque la nature émet des bruits, et donc ça peut être des bruits d'insectes, mais ça peut être aussi des bruits d'oiseaux, et donc on n'est plus obligé de mobiliser ce que j'appelle moi un capteur humain, c'est-à-dire un naturaliste, pour aller faire un suivi de biodiversité sur un chantier. La clé, c'est l'open data. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de travailler aujourd'hui en open data pour essayer de rendre interopérables ces différents inventaires. Parce qu'il y a une profusion de collecte de données qui sont faites à différents niveaux par différents experts, des citoyens, des non-experts aussi, qui vont prendre de la donnée naturaliste. Et donc, il faut impérativement, pour qu'on puisse penser d'agréger un jour de manière efficace toutes ces données sur un territoire, il faut impérativement mettre tout ça sur des licences libres en open data. On a fait un travail avec les données de la région récemment. Christophe Hugon à Marseille a libéré des données de lampadaires pour une problématique de pollution nocturne. Donc ça, c'est intéressant. On a les données biodiversité de la ville qui ont été libérées aussi. Il faut que chaque acteur s'engage, et c'est le cas aussi sur les bureaux d'études. Je sais pour Eiffage aussi et Veolia, où vous êtes engagés, parce que vous êtes aussi contraints par la loi aujourd'hui de publier les données d'études d'impact. L'open data, c'est la clé à une meilleure connaissance des données naturalistes sur un territoire. Et ensuite, il y a des problématiques d'interopérabilité, de taxonomie, de nom des choses. Il faut donner le bon nom. Et donc là, on travaille avec le muséum sur le référentiel TaxRef, qui est le référentiel de nom homogène à l'échelle du territoire pour pouvoir attribuer de manière définitive le bon nom à la bonne bébête, à la bonne plante. Voilà. Je voulais simplement partager un constat avec vous. On a créé le Club des acteurs solaires métropolitains d'Aix-Marseille l'été dernier, le 26 août, parce qu'on a de nombreuses entreprises du solaire qui sont implantées sur la métropole, que ce soit des acteurs développeurs indépendants que des filiales de grands groupes. Et le constat, c'est qu'on est les cordonniers les plus mal chaussés de France. 10 ans de jachère en termes de politique solaire, rien. Lille ou Le Mans sont devant nous. Donc, la honte, ça marque mal, comme on dit. Tout prend du temps. 9 mois pour caler une réunion avec des élus à la date de création du club. Les entrepreneurs trouvent que c'est un temps considérablement long, sachant qu'après une réunion, il faudra prendre des décisions et passer du marché. Et on aura presque perdu un an. Donc, un mandat, ça ne dure que 5 ans. Et l'appel aujourd'hui, c'est accélérons comme partout ailleurs dans le monde et en France, à Marseille. Ça concerne les élus, mais ça concerne aussi les entreprises. Aujourd'hui, la RTM a de fabuleuses toitures. Demain, on aura des bus électriques et on espère qu'ils peuvent converger. De la même façon, aujourd'hui, on travaille sur la convergence entre électromobilité et solaire. Aujourd'hui, la première métropole de France qui développe cette politique-là, c'est Le Mans. Et ça paraît une évidence aujourd'hui de se dire, mais on va solariser nos parkings et avoir des bornes de recharge. Et quand j'en discute avec la mairie de Marseille, c'est un peu compliqué puisqu'on a déjà un marché pour installer les bornes électriques. On n'a pas prévu d'avoir du photovoltaïque dessus combiné. Donc, il faut attendre la fin du marché pour en repasser un autre.
Enfin, voilà, on est dans des complexités inextricables et les services juridiques de la métropole semblent se poser des questions qui ont déjà été résolues ailleurs en France. Donc, on va leur apporter des solutions et du clé en main pour qu'enfin on accélère. On fait partie de la métropole des métropoles les plus ensoleillées de France et c'est quand même une misère qu'on n'ait pas plus de panneaux solaires. Les acteurs privés s'y mettent. Vous avez les terrasses du port, une belle installation qui a été faite par Réservoir Sun. Vous avez le mine qui prévoit de se solariser. Mais Le mine le marché d'intérêt national, mais on attend toujours. Moi, aujourd'hui, l'électromobilité avec du solaire, je la vois à l'Université catholique de Lille. Je ne la vois pas au niveau de l'AMU de Marseille. Polytech Marseille avait un projet qui, semble-t-il, a été abandonné, je ne sais pas pourquoi, de solariser ses toitures. Dans le 13e, toutes les toitures de nos universités devraient être solarisées. Et ainsi de suite. Voilà. Je suis cofondateur d'une structure qui s'appelle Synchronicity. Notre particularité, on fait de l'assemblage d'acteurs experts concernant les questions d'économie circulaire. On s'inspire de la permaéconomie. Notre principe, c'est de s'inspirer des menaces, alors que certains considèrent des menaces, qui sont en fait les textes réglementaires européens déclinés en droit français et déclinés sur le territoire, pour trouver des solutions et trouver comment améliorer les choses qui sont faites jusqu'à présent et des leviers de croissance. Ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au système d'innovation, c'est notamment ce qu'on voit avec des acteurs comme Veolia, par exemple, ou d'autres. C'est comment des acteurs de tailles différentes et de structures différentes se décloisonnent et travaillent ensemble, chacun dans leur domaine d'expertise. Nos sujets de prédilection sont la valorisation de ce qu'on appelle, nous, des gisements, ce qui est généralement appelé des déchets, et qui est, je vous le rappelle, la deuxième dépense métropolitaine sur le territoire, avec plus de 263 millions d'euros qui sont dépensés par Marseille pour brûler les déchets à Éveret. La deuxième, c'est tout ce qui est l'ultra-urbain, et notamment la mise en place des aides-feux, zone de faible émissivité, qui va limiter les capacités des véhicules polluants à pénétrer dans les hypercentres des villes de plus de 150 000 habitants. La ministre de l'économie, de l'environnement d'ailleurs, même si les deux pour nous sont liés, est venue nous annoncer la semaine dernière sur Marseille la mise en place notamment du plan cyclo-logistique, ou comment les nouveaux outils de logistique permettent de décarboner la logistique du cœur de ville, qui représente, je vous le rappelle, plus de 30% de la congestion de la ville de Marseille. Et donc, c'est un assemblage d'acteurs experts, chacun apportant sa brique pour construire une maison sur de bases solides, si possible une maison low carbone. Des exemples très concrets, la rue de la République prochainement, qui va devenir la première rue zéro déchet, zéro carbone, zéro gaspillage. Et là, on fait un assemblage entre des acteurs experts, des structures même de taille associative, avec des grands groupes nationaux ou internationaux, et des acteurs économiques qui deviennent acteurs du changement. En fait, c'est ça notre vision des choses, c'est comment est-ce que, à travers un système de structure et de gouvernance partagée, on arrive à intégrer des acteurs différents pour construire ensemble un système. Et à partir du moment où vous devenez acteur du changement, ça change tout, on va dire, dans l'engagement des structures à faire bien, ou à en faire mieux en tout cas. Nous avons une solution qui répond à beaucoup de points que vous avez évoqués. Et tous ces points-là, c'est-à-dire des infrastructures vertes, c'est notre cas. Le zéro bout d'épuration, c'est notre cas. Enfin, végétaliser la ville sans avoir de recours à l'eau d'irrigation, c'est notre cas. Et en fait, tout ça, nous le faisons avec un seul produit, et notre produit, c'est le bambou. C'est-à-dire, nous avons des stations d'épuration par le bambou. Et finalement, c'est très bien ce que vous faites. Ce que je souhaitais, c'est qu'il y ait un peu plus de présence de solutions, un peu plus de connaissance des solutions innovantes comme les nôtres, qui sont un peu le couteau suisse des solutions environnementales. Pourquoi ? Parce qu'en fait, par une même solution, c'est-à-dire une station de traitement, peut faire beaucoup de choses à la fois. Et en sortie, pour rejoindre un peu ce que M. Saillard disait, nous, on produit du bambou. Et ce bambou, finalement, il est à la fois outil de traitement
et à la fois végétalisation de la ville, et à la fois, quand on veut l'utiliser à l'extrême, un moyen de faire des matériaux biosourcés. Alors, souvent, on recherche des bois de déchets, etc. Mais nous, le bambou, ce n'est pas un déchet. C'est un nouveau mode de production durable qui est fait grâce à quoi? Grâce à une station d'épuration. Donc, c'est ce qu'il faudrait également, si je puis me permettre, parce que vous êtes quand même des majeurs de l'environnement et je suis toute petite à côté de vous, c'est simplement peut-être la possibilité d'intégrer des solutions comme les nôtres dans des nouveaux projets. On ne va pas aller changer les projets existants, mais intégrer des solutions qui, dès le départ, évitent plein de problématiques et génèrent beaucoup d'externalités positives. Ça pourrait être intéressant. Voilà. Je voudrais juste compléter ce que Madame Galmel a dit. Effectivement, nos solutions à l'acquisition, parce qu'en apparence, elles peuvent apparaître comme des bambousés. Donc, finalement, planter des bambous, c'est pas cher. Mais comme disait Madame Galmel, c'est des solutions qui, pour leur coût d'investissement, sont quand même chères. Mais elles deviennent rentables par tous les critères environnementaux et sur le long terme. Parce qu'effectivement, à l'exploitation, elles ne sont pas énergivores, etc., etc. C'est du végétal. Donc, sur le long terme, elles sont rentables. Mais sur le CAPEX, comme on dit, au départ, elles ont un coût d'investissement qui est supérieur à ce que l'on pourrait penser.